Madame, Messieurs, bienvenue à ces numéros de votre magazine Kiosque de ce mercredi 5 novembre 2025. Et nous recevons comme invité ce matin Maïgardi Diana, Pompon Jolie et Thierry Moukelekele. Avec eux, nous allons aborder 3 sujets. Nous allons parler des inondations à Kinshasa. La capitale était sous la pluie hier, des inondations partout. Alors, qui en est responsable? C'est l'incivisme de la population ou l'absence de l'autorité de l'État? Vous aurez une réponse avec nos invités. En traitant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé au sommet mondial pour le développement social à Doha, au Qatar. Le président de la République a présenté le modèle de développement local au sommet de Doha, le modèle de la RDC de développement local. Il a mis en avant les réformes engagées. Il parle de la gratuité de l'enseignement, de la justice sociale, de la couverture santé universelle. Eh bien, nous allons commenter cette actualité avec nos invités. À l'Assemblée nationale, il y a eu publication du calendrier de l'élection du président de cette chambre basse du Parlement ainsi que du rapporteur adjoint. Et cette élection, jusque-là, on sait que le candidat est connu et c'est Aimé Bodji, candidat de l'Union sacrée. Est-ce que d'autres candidats vont se manifester ou soit il s'agirait d'une nomination d'Aimé Bodji? En tout cas, nous allons réfléchir là-dessus avec nos invités. Si le temps nous le permet, nous allons aborder la question relative à l'instauration d'une taxe à l'aéroport de Ndjili, démentie par le gouvernement à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur, mais d'autres sources confirment bel et bien l'existence de cette taxe. Nous allons en parler. Et puis cette polémique autour de financement du gouvernement du concert de l'artiste Fally Ipupa, un financement à l'auteur de plus de 900 000 $ américains. Ça fait polémique à Kinshasa. Nous allons en parler avec nos invités. Merci de rester fidèle à Canal Congo Télévision à travers votre magazine Kiosque. Maïgardi Diana, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Salutations à mes co-débatteurs, mais également à ceux qui nous suivent en cet instant et très heureux de retrouver ce plateau. Et salutations également à Doudou Thierry. Thierry Moukelekele, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, je salue Diana, je salue Pompon, je salue tous ceux-là qui nous suivent, nos amis de la prison militaire de Ngolo et dans toutes les prisons, principalement le colonel FBI Kongolo Mandameda. Et nous leur promettons toujours que nous continuons à plaider la cause chez le ministre actuel de la Justice, qui fasse un contrôle des délais de détention surtout, dans toutes les prisons. Cela permettrait à ce que certains recouvrent leur liberté et qu'ils poursuivent le procès étant libres. Donc il y a tout un travail sur lequel nous nous battons afin que les autorités, tant politiques que judiciaires, puissent nous suivre afin que vous recouvriez votre liberté. Aussi, il y a Dieu. Il faut toujours prier parce que Dieu donne la voie de la sortie dans toutes circonstances et toutes situations. Madame, dans le Katanga natal, très rapidement, je commence par Bunkeya, je passerai par Likasi pour finir à Lubumbashi. À Bunkeya, dans le week-end, il y a eu une situation anodine qui ne s'est jamais passée depuis longtemps, où le chef Munongo Moussiri règne comme roi. Il y a une jeune fille qui était portée disparue depuis 2 jours, c'est-à-dire jeudi à vendredi, et on a trouvé le corps le samedi matin. Et une forme de délinquance s'est manifestée dans la petite cité de Bunkeya, où des jeunes gens sont allés casser les bureaux de l'administration de la chefferie, ainsi que de l'administration territoriale, avant que la police ne puisse intervenir et remettre de l'ordre. La jeune fille, par le corbillard de la chefferie, a été ramenée à Likasi, ainsi que les quelques blessés par balle ou qui sont tombés suite aux bousculades. À Likasi, madame, nous avons la même situation entre le bourgmestre de commune de Likasi et la chefferie
de Sanga, du chef Pandé. Le bourgmestre ne lâche pas prise. Selon la chefferie, le bourgmestre continue à piétiner les terres de la chefferie. Alors ils sont au parquet de grande instance, mais le dossier est en suspens. Le comptable est toujours menacé par des personnes non autrement identifiées et nous pensons que l'État ou le parquet devra faire un effort pour protéger ce comptable de la chefferie qui ne dépend pas de la commune. À Lubumbashi, c'est la ville qui est en déstabilisation jusqu'à présent. Il y a les autochtones qui revendiquent cette fois-ci que Kinshasa met Patrick Kafwimbi. Il y a la loi en ce qui concerne le Conseil d'État qui a réhabilité Joyce Tunda. Donc cette guerre-là, au niveau national, on doit essayer de tirer au clair. Seul le président de la République, par une ordonnance présidentielle, peut mettre fin à cette situation. Confirmer un maire de ville, qu'il n'y ait pas d'intérim, parce que eux, ils sont régis sous l'article de la Constitution, l'article 222, où les institutions d'appui restent en fonction jusqu'à l'installation des nouvelles institutions. Comme il n'y a pas encore des élections, donc le chef de l'État devra nommer un maire de la ville définitivement, comme ça on clôt ces dossiers. La jeunesse montante politique qui continue à injurier nos grands qui nous ont précédés en politique. Donc il y a des nouveautés dans le Katanga. Il y a des comportements qui n'existaient pas. À Lubumbashi, il y a des jeunes maintenant autour du chef de l'État qui injurient les autres leaders plus âgés que eux. Il y a toute cette confusion de laquelle nous voulons finalement que, entre Katangais, qu'on se mette sur un plan de compréhension mutuelle, que ce soit ceux de la majorité, de l'opposition, de la société civile, pour qu'il y ait quand même un certain respect. Le dossier Kaboula, c'est au-delà maintenant de 100 jours. Les gens pensent qu'il n'est plus gouverneur, or, et pourtant, selon la loi, il est gouverneur. Il n'y a que l'Assemblée provinciale qui pourrait les déchoir. Jusque-là, il n'y a aucun mécanisme au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors, les intoxications de certains ministres, anciens ministres du gouvernement Kaboula, ne font que jaser la toile et ça donne de l'émoi et des hésitations, des hérésies dans la population. Et il y a maintenant un groupe de gens qui pensent que Kaboula est confisqué à Kinshasa gratuitement et l'autre groupe qui estime qu'on doit respecter la loi. Voilà un peu le tour. La crainte est que l'on puisse vivre le scénario Mouyej. Le scénario Mouyej est différent. Mouyej est du PPRD. Il n'est pas de l'Union sacrée, il n'avait pas opté pour l'Union sacrée. Kaboula avait quitté le FCC pour l'Union sacrée et il est dans ce qu'ils ont appelé mosaïque, le UDPS. C'est une garantie? Non, ce n'est pas une garantie, ça dit que c'est une même famille. La déstabilisation est interne, ça ne vient pas de l'extérieur. Mouyej, on l'a senti que c'était quelqu'un de l'extérieur. Zoé Kabila n'a pas accepté d'adhérer à l'Union sacrée, c'est pourquoi lui aussi on l'avait fait tomber. Donc le cas Kaboula n'a rien à voir. Kazembe aussi connaissait le même problème, il était du PPRD. Mais finalement, au sein du PPRD, il s'était organisé pour que Kazembe se retire et qu'on voit ici, il pourrait aider le PPRD ou le président de la République d'autrefois autrement. Ici, on ne propose rien à Kaboula, mais on envoie des anciens ministres qui n'ont pas bien travaillé dans son gouvernement aller le menacer. Donc pour nous, nous pensons qu'il faut seulement qu'il y ait de l'eau dans le vin de tout Katanga afin qu'il y ait un calme dans le grand Katanga. Et cette histoire des Katanga-Kassaïens, ça revient. Parce qu'au niveau de la mairie, je chute par là, on pense que si Kinshasa pouvait nommer aussi un non-originaire au Kasaï, on admettrait qu'il y ait un non-originaire aussi. Vous voyez là où on commence à arriver. Ça dit que le président doit prendre des précautions dans les nominations pour veiller à cette histoire, que ça ne dégénère pas pour nous emmener dans une situation confuse. Ah, merci Thierry Moukele. Merci bien. Bonjour.
Bonjour madame, je salue mes co-débatteurs, ainsi que le ministre plutôt Jean-Lucien Boussa. Vous savez, à un moment donné, tout le monde braque ses yeux vers l'Europe, l'Occident. C'est vrai, nous partons là-bas pour chercher la survie, mais au-delà de ça, il y a aussi la beauté de la ville, l'infrastructure. C'est-à-dire, il y a un principe économique qui dit la superstructure détermine l'infrastructure. Donc aujourd'hui, la RDC s'est dotée quand même de cette loi sur l'aménagement des territoires, gloire à Dieu. On a mis à la charge de ces ministères quelqu'un qui est un formateur et formateur. C'est-à-dire que c'est lui qui vient souvent avec des réformes. La société évolutive, vous le savez, on a voté la loi, mais la loi ne peut pas combler tout le besoin que la RDC a. Donc je pense que le ministre Jean-Lucien Boussa fera un travail, parce que le ministre a des obligations. Il y a une obligation de moyens et une obligation de résultats. Alors le Congo attend le résultat au sein de ses ministres, mais il faut aussi donner le moyen de sa politique pour répondre aux besoins spécifiques de la population. Vous savez, aujourd'hui, il y a des catastrophes à tout moment, il y a des destructions anarchiques, et cette loi est venue pour donner la réponse. Et la personne qui gère ces ministères, il corrobore, il répond plutôt au critérium d'une personne de qualité pour faire avancer cette nation. Donc voilà un peu mes mots introductifs. Merci Pompon. Alors, je reste avec vous, c'est Mac Gagnac qui prend la parole. Avec ce premier sujet, inondation, il y a inondation, embouteillage, il y a eu destruction des habitations. On n'a pas compté des morts, hein, hier. Heureusement. Je crois qu'il n'y a pas encore un bilan, mais hier, on n'a pas compté de morts. Les inondations. J'ai évoqué au début cette question, est-ce que c'est l'incivisme de la population ou bien l'absence de l'autorité de l'État qui est à base de ces inondations? À cette question, comment est-ce que vous répondez? Je crois que cette question prend en compte plusieurs approches. Commençons par les questions de civisme. Moi, je pense que c'est le dernier, le cadet de chaque orientation de responsabilité. La première, je vais illustrer par un exemple. Vous voulez apprendre à un enfant à ne jamais jeter sa chemise sur la chaise, il faut mettre un panier à côté où il peut placer sa chemise. Vous voulez apprendre à un enfant qu'on ne mange pas sur la table du salon, il faut avoir la table à manger où il peut facilement manger correctement selon vos instructions. Donc en gros, on est dans un contexte où la ville de Kinshasa continue à accumuler les erreurs. J'appelle erreurs, mais j'ai dit aujourd'hui notre incapacité à pouvoir aller dans les politiques d'anticipation. Et curieusement, dans ces contextes-là, on se livre au populisme, à quelques actions cosmétiques qui permet à certains de pouvoir mettre de l'huile ou encore encenser des gens à zéro bilan. À un moment donné, je crois qu'il faut qu'on élève le niveau de débat. C'est ce genre de questions qui nous permet à nous, en tant que citoyens, de pouvoir rehausser nos exigences et obliger les résultats aux décideurs. On est dans un contexte, puisque je parlais de trois approches. Vous parlez du civisme, j'ai dit je vais en parler en dernier. En premier lieu, je crois que Kinshasa aujourd'hui, quand vous regardez la situation de Kinshasa, Kinshasa est une ville très mal urbanisée. Très mal urbanisée parce que Kinshasa est une ville, selon les études, habitée à moins de 20%. La plus grande commune de Kinshasa, Maluku, si vous arrivez, est presque pas habitée. Est-ce que les gens de Maluku vous parlent d'inondation? Ils vous en parleront pas. Là-bas, il n'y a pas d'inondation. Est-ce que les gens de Maluku vous parlent d'inondation? C'est interpellateur. Notre manière d'urbaniser, la gestion de la ville, comment on est en train de construire, surtout de manière très anarchique, justifie le fait que cette expansion sauvage de la ville fait que certains construisent là où il ne faut pas. On stoppe les voies d'évacuation d'eau. Les rivières à Kinshasa, nous, je me rappelais, nous, on s'est lavé généralement dans les rivières Ntsanga et autres. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Ou s'il y a des rivières, c'est dans des états très piteux où je ne suis même pas sûr qu'un enfant, même un fou, se permettrait de mettre son corps dans ces rivières-là. Nous, on allait dans les rivières parce qu'on estimait que c'était de l'eau potable, on s'est lavé, on n'est jamais tombé malade pour ça. En dehors de quelques maladies. Mais en réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est des indicateurs de comment la ville est en train d'évoluer. Et je crois qu'en premier lieu aujourd'hui, il faut repenser l'urbanisation de Kinshasa. Il faut repenser cette ville de Kinshasa. Mais deuxièmement, c'est dans les gestions des politiques publiques. Kinshasa aujourd'hui, la mauvaise gestion de déchets, les caniveaux, prenons l'exemple de Gombe, est-ce que vous trouvez convenable qu'une cité aussi construite, ou une commune aussi construite comme Gombe, qui
partant le long du fleuve Congo, connaissent des débordements d'eau, particulièrement le boulevard du 30 juin. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le surdimensionnement des caniveaux, ça part des travaux tels que menés, mais aussi des politiques en interne, l'absence des études de faisabilité, l'absence de projection. On voit au bout de notre nez. Et malheureusement, je me rappelle encore une fois de plus vers 2017-2018, une tribu de Mouzitou qui parlait de Kinshasa comme étant l'enfer sur terre. La plupart des prédictions des Mouzitou qui résultaient de l'incapacité ou encore de notre absence d'anticipation sur la gestion de cette ville fait qu'aujourd'hui, on est presque dans ces contextes-là. Si on était dans un domaine de foi, on l'appellerait prophète. Ouais, il est aux commandes, Mouzitou. Non, mais il est aux commandes, il est au budget. Il fait des tribunes, mais non, il est au budget. Non, mais c'est ce que je dis. Ouais. Oui, mais ça, c'est... Il faudrait être bancal maintenant. Il faudrait être bancal pour pouvoir mettre sur lui une certaine responsabilité. Il vient d'arriver aux affaires, il est au budget. Certainement qu'il est en train de contribuer, et vous savez, il a eu son apport sur l'élaboration du budget 2026. Là encore n'est pas le problème. Et quand je le disais, ce n'est pas dans l'idée d'amener la providentialité. On ne va pas faire une fixation sur les individus. Mais les problèmes, on parle des politiques publiques. À un moment donné, quittons cet aspect de choses où on choisit des individus en fonction au gré de nos intentions. La politique du gouvernement, elle est collective. Elle est générale. Mais ici, on parle aussi des questions de la responsabilité de la ville de Kinshasa. Cette ville est la seule depuis des décennies, depuis Kimbuta, à bénéficier de manière directe du financement du gouvernement central et plus de 160 millions de dollars américains. C'est beaucoup d'argent pour pouvoir gérer le flux de circulation, remettre sur pied les routes, mais aussi trouver un moyen de pouvoir gérer les catastrophes qui arrivent à répétition. J'ai toujours dit aux gens, une route qui ne s'inonde pas, même si c'est une route à sable, on va se débrouiller, on va rouler, mais une route qui s'inonde. Je vous explique parce que les gens ne se rendent pas compte des pertes. Hier, pendant cette pluie, vers le palais du peuple, j'ai vu quelqu'un que je connais. Une voiture qui à peine achetée il y a 6 mois. Sa nouvelle voiture ML, toute neuve. C'est près de 18 000 dollars américains, être inondé dans l'eau. Je connais les Mercedes. Ce moteur-là, en tout cas, il doit chercher autre chose. Est-ce qu'on sait compter les pertes? Est-ce que vous pensez que celui-là aurait préféré dérouler sur une route à sable, à la limite, préférer rouler sur des nids de poules ou être sur un boulevard asphalté, mais qui se transforme en rivière à un moment donné? Je pense qu'à un moment donné, quand on parle de route, on n'y prend pas garde sur la notion, la complexité de la notion de la route et de sa praticabilité. Je crois qu'à un moment donné, il y a un cumul de choses. Le gros au niveau supra, c'est que cette ville ici est dans un contexte où les politiques curatives ne vont pas nous sauver de ça. Mais au-delà de ça, la gestion au quotidien de certains aspects nous pose problème. L'urbanisation, le choix de route, le travail exécuté de très mauvaise qualité, ça encore une fois, c'est un problème. Mais en fin de compte, on parle du civisme aussi de la population. Les caniveaux sont presque bouchés. C'est vrai que ce n'est pas le gouverneur Daniel Mbouba qui va jeter des immondices dans ces caniveaux-là, mais aussi la question, quelle est la politique de la ville sur la gestion de déchets? Ça, c'est encore un autre problème. On est dans une sorte de tohubohu qui ne dit pas son nom, et malheureusement, ça, la plus grande responsabilité, c'est l'État congolais. Il faut faire quelque chose très rapidement. Mais sur la question des inondations ici, si on n'y prend pas garde, si on ne prend pas la question au-delà de simples faits des gestions au quotidien, si on ne prend pas compte de la question de l'urbanisation, de la gestion, le choix d'octroi des espaces de construction, Kinshasa risque de se transformer en une grande rivière où à chaque fois qu'il va pleuvoir, on sera dans un contexte difficile parce qu'aujourd'hui, même ceux qui sont à Gombe n'en sont pas épargnés, à combien de fortes raisons nous autres qui sommes dans la périphérie. Donc c'est une question transversale et je crois que c'est un débat qui mérite non seulement réflexion, mais c'est un débat qui devrait prendre une place de choix dans les débats publics pour que finalement ces gens comprennent qu'il y a exigence de résultats en cet instant. On ne peut pas vivre comme des sardines, on ne peut pas vivre dans une ville où personne, je dis bien personne, maintenant je peux mettre ma main à couper, on ne la coupera pas, est capable de nous donner des perspectives de cette ville à l'horizon 2030. Qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller? Je dis bien personne, et moins encore son gouvernement. Merci Diana. Thierry Diana a évoqué la question de gestion des déchets, problème des visions. J'ai suivi le gouverneur de la ville réagissant aux images qui circulaient où il y avait un éboueur qui jetait ses déchets dans l'eau. C'était sur le boulevard Triomphal. Il dit ce que moni mutuaza ko filmer mo azoboa kabongo ko filmer te kangaye ya kanena police. On se va bêtio.
Voilà. Donc, comment est-ce que vous réalisez par rapport à ces propos du gouverneur? Moi, je pense que on a l'habitude de toucher à des sentiments, même là où il ne faut pas toucher à un sentiment. Ici, ce que moi je demanderais au gouverneur, comme l'a recommandé Diana, nous n'allons plus faire de la fixation sur des personnes ou sur leur comportement. Nous voulons aider l'État à réaliser, à comprendre certaines choses. J'ai eu à suivre un vieux qui doit être un peu plus âgé, il doit avoir plus de 70 ans, qui parlait au niveau de la rocade, l'échangeur, qui nous parlait des couloirs, qui partaient de l'échangeur jusqu'à l'aéroport. Donc il y a au moins 4 couloirs qui peuvent aider l'évacuation peut-être des véhicules de nos autorités vers l'aéroport. Donc si le gouverneur peut prendre ce genre de papas qui ont existé avant l'indépendance, pendant l'indépendance, qui ont travaillé avec des Belges, qui ont vu comment est-ce qu'on a construit Kinshasa, il y a la ville souterraine à réhabiliter. Moi, j'ai eu la chance quand on travaillait devant le palais du peuple et le stade des martyrs, j'ai vu des engins qui entraient sous terre. Les grands camions comme ceux que le gouverneur venait d'acheter, qui entraient sous terre pour aller retirer du sable. Ça dit que sous le stade, sous les immeubles qui s'allongent, existe une ville. Et moi, je sais qu'à partir du stade, vous pouvez traverser sous terre, vous ressortez au niveau de Willery. À partir du stade. À partir du stade. Il y a des canalisations. Il y a des canalisations. En tout cas, des grandes canalisations. Mais sûrement, le sable a rempli ces canalisations. Et les mauvaises constructions du côté de Pont-Cabu, on a construit sur les collecteurs, derrière même le Pont-Cabu. Il y a un ruissellement qui est derrière le mur du stade. Mais sur ce ruissellement-là, on a construit. Il y a des maisons qui ont quitté leurs parcelles, leurs limites, qui ont pris les canalisations et qui ont bétonné. Il y a même un poste de police sur le ruissellement. Voilà, sur la canalisation. Alors, le gouverneur, pour réussir, il faudrait qu'il ait un ancien de Kinshasa qui a la cartographie, surtout celle souterraine. Diana a parlé de Gombe. Moi, je suis à Lingwala. À Lingwala, nous connaissons des inondations. La pluie d'hier, sur Mouchi, on a évité pendant un peu plusieurs heures d'aller sur la chaussée, sur l'avenue Mouchi, derrière le Parlement congolais, vers le camp police, on a évité. Mais de l'autre côté du camp police, Willery était plein. Et l'eau a traversé même le séparateur sur Willery. Donc, depuis Mont-des-Arts jusqu'au-delà, un peu au-delà de, pour ne pas faire sa publicité, chez Papa Sola, il y avait inondation. On ne pouvait pas traverser. Voyez-vous, c'est devenu dangereux si Lingwala commence aussi à entrer dans l'eau. Et maintenant, quand vous prenez Itaga, vous prenez Chouapa, vous allez un peu plus loin. Toutes ces ruelles-là qui donnent au-delà de Willery, qui ressortent vers Barumbu, parce que Itaga va jusqu'à Barumbu. Mais de ce côté-là, Itaga n'existe quasiment pas, parce que la canalisation aussi n'y est plus. Mais il y a des constructions, il y a même des grands bâtiments qu'on a construits sans la canalisation. Donc les pertes en vies humaines viendraient même un jour où, parce que l'eau, quand l'eau entre dans le mur, un jour le bâtiment pourrait s'affaisser et nous risquons d'avoir des dégâts. D'où l'évacuation, les plastiques, les bouteilles en plastique, les plastiques en soie qu'on jette, conservent l'eau
et stagne. Nonobstant ce problème-là, nous avons un problème de santé publique. Les moustiques, la malaria, la typhoïde s'ensuit. Surtout pour une commune à sol marécageuse comme Lingala. Voilà. Donc il est vraiment important pour que lui, le gouverneur qui a pris Nyangwe, c'est bien d'agrandir Nyangwe, mais la canalisation de Nyangwe, si nous y allons, vous trouverez déjà des bouteilles en plastique, et déjà c'est plus de 50 cm, parce que le tranché lui-même n'a pas 1,50 m. Or, Nyangwe pouvait prendre les eaux et aller les jeter vers Assanef pour que ces eaux-là soient traînées vers 24. Mais quand vous prenez 24 au niveau de Saute-Mouton, il n'y a pas une grande tranchée qui devait quitter normalement le camp Kokolo et la RTNC pour être évacuée. À côté là, le complexe des prêtres là. Et derrière, vous verrez qu'on a construit des bâtiments tout au long de... C'est Prince de Liège. Hein? C'est Liège, oui. Ouais, Prince de Liège, mais on n'a pas songé à redorer, à recouvrer la canalisation souterraine qui existait là pour aller rejoindre du 30 juin au niveau encore de... comment on appelle Saute-Mouton. Et que nous allions au-delà du pont d'Agamarchal, ça pose aussi un problème, ce pont. Et cette route-là, la canalisation s'arrête juste au croisement au commandement. Voilà. Donc, vous dépassez jusqu'au Safrika s'il n'y a pas de canalisation. Il n'y a pas de canalisation. C'est-à-dire qu'on reconstruit mal, on réhabilite mal. On réhabilite mal, on ne connaît pas le plan d'aménagement. On ne connaît pas ce plan-là. Donc, vite, les sinistrés se retrouvent sinistrés pour la deuxième fois parce qu'ils étaient devant le palais du peuple. Le palais du peuple s'est trouvé dans les inondations et les sinistrés sont sinistrés maintenant. Et d'autres qu'on a chassés, on n'arrive pas à les avoir. Alors, le gouverneur a de l'argent pour aménager la ville et reconstruire. Il a de l'argent. Il a de l'argent. Hein? Diana nous a parlé des 160 millions. Qu'est-ce qu'il en fait pour aussi recouvrer l'ancienne ville, la ville souterraine? Et il doit proposer... La vérité, est-ce que pour ça, ça ne sera pas assez, hein? La ville souterraine, il faut vraiment de moyens. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse même une partie. Il faut commencer. Il faut commencer. Surtout la partie de pont Cabu, plutôt de pont d'Agamarchal, vous commencez à remonter. Et vous venez ici à côté de, comment on appelle, la salle de la Gombe. Vous voyez, il y a même l'Institut de la comment l'Institut non, l'Institut français. L'Institut français. L'Institut français, là. Vous voyez, il y a un grand canal, mais ce canal ne va plus se retrouver bien sur la première avenue qui va au camp militaire, là. Au camp Lufungula. Non, le camp militaire... de l'autre côté. De l'autre côté. Vous voyez, camp Kokolo. Quand vous remontez, okay. Il y a un canal aussi qui va à Califourchon avec le chemin de fer. Mais comme le chemin de fer, ce sont des parcelles des gens, ça dit que même la canalisation qui existait sous les terres est portée disparue. Alors ça devient difficile. C'est pourquoi le boulevard s'est rempli. Et dès lors que le boulevard s'est rempli, du 24 ne sait plus supporter les eaux, Lingala commence à avoir des eaux. Donc on tape à côté de la solution. Nous sommes à côté de la solution. Et ce n'est pas seulement dans la ville de Kinshasa. À Lubumbashi, avec les 2 dernières pluies aussi, les inondations se sont manifestées en plein centre-ville. Même à Lubumbashi. Même à Lubumbashi. Et surtout c'est toute la RDC alors. Je commence à craindre, surtout dans notre quartier Makomeno. Ça fait 3 mois que je ne suis pas là, mais les amis me disent non, nous sommes dans... Là-bas aussi il y a l'afflux de la population. Non, il n'y a pas l'afflux, c'est la canalisation qui a été oubliée ou qui a été déroutée. Peut-être pas oubliée, déroutée parce que la société, la GECAMINE à côté avait quand même urbanisé comme il se doit. Voilà. Cet espace. Alors, cette urbanisation-là ne suit plus
Le norme est l'évolution de l'urbanisation, cette expansion de la cité. La GECAMIN avait créé des lacs artificiels plutôt, et il avait créé des canaux autour de la ville. Toutes ces canalisations sont bouchées ou sont vendues et des gens ont construit des parcelles. Alors les eaux commencent à retourner en plein centre-ville. C'est un sérieux problème sur cette question-là de voilà, il faut des solutions. Alors Pompon Njoli, inondation, réhabilitation des routes, des infrastructures interminables. Des chantiers partout, on commence ici, on laisse, on part de l'autre côté. On a ouvert plusieurs chantiers à la fois, c'est ça aussi le problème. Madame, vous savez, lorsqu'on dit cet État est défaillant, on fait allusion à ses services. Si on vous posait une question de brandir la RDC, vous aurez du mal de dire que ça c'est la RDC, ce sont des emblèmes qui matérialisent le pays. Il y a la régie des eaux, la SNEL, ainsi de suite. Donc l'État se matérialise par rapport à ces services. Alors si ces services-là ne fonctionnent plus, donc cet État-là est voué à la disparition. Vous savez, moi, mon papa, père son âme, il fit chef de division à la fonction publique. À un moment donné, moi je suis à Salomon, chez nous. Salomon, c'est un quartier un peu montagnier. Alors lorsqu'il y avait des pluies, il y avait des histoires, et papa prenait des camions de PENA pour évacuer des sables, pour remplir ses sables. PENA, c'était un programme national d'assainissement. Où est parti ces services-là? Leur siège s'était alimenté vers Éléphant, je crois. C'est-à-dire, ici, la pensée philosophique de l'État n'existait pas. Si vous posez la question sur l'État congolais, c'est quoi la pensée philosophique de l'RDC? Ça n'existait pas. Alors l'État, c'est l'orthodoxie. Comment gérer l'État? Donc, c'est-à-dire, comme moi je suis devenu ministre, tout ce qui a été voté pendant mon prédécesseur, je dois l'effacer. Parce que je ne peux pas appliquer des lois ou comment dirais-je, il s'agit par arrêter, des arrêtés concis par les ministres avant moi, parce qu'on va dire que non, c'est un travail de l'autre, ce n'est pas mon travail. Alors moi, je dois reprendre à zéro. Alors lorsque vous reprenez à zéro, l'État stagne. Vous voyez le problème? Ici, on vous dit, on ne gère pas l'État par des émotions. L'État se gère via des lois. C'est vrai, on peut consulter des anciens de Kinshasa. Mais Kinshasa a des édits. Bon, aujourd'hui, on parle des édits. Il y a des lois qui étaient là pour construire la ville de Kinshasa. C'est vrai. Les Belges, le premier plan de développement, les plans c'était décennal. C'était 48-58. 2 ans avant l'indépendance, les Belges ont construit quelques communes, Kitambo, Matete, et la dernière qui était Lemba, c'était des communes annexes. Mais Lemba, on n'a pas achevé Lemba parce qu'il y a eu une pression, c'était la révolution, c'est-à-dire l'indépendance. Mais dans la pensée philosophique des Belges, il fallait construire des quartiers parce qu'au-dessus, là, il y avait une université, il fallait qu'on complétait par des quartiers, c'est-à-dire Salongo, Nord, Sud, Est. Mobutu a construit ces quartiers-là, non venant de lui. Il a trouvé un document sur sa table et il a appliqué. Kabila de même avec ses chantiers. Ce n'est pas que Kabila, chez lui, à la Palais de la Nation, il dit fais-moi un plan de service santé. Il a vu, il a consulté des lois qui régentaient la République via les ministères du plan et d'autres ministères ITPR. C'est pour cela qu'il a continué. C'est vrai, il faudrait aussi contextualiser, il ne peut pas appliquer à 100%. Bon, ici, on a prévu ça. Moi, je pense que par rapport au contexte, on ne peut pas mettre un marché, mettons ça. Oui, en vertu d'une discussion. C'est comme ça qu'on gère un État. Le gouverneur est là. M. Margardi a dit on a pompé plus de 160 millions de dollars. Mais au-delà de 160 millions de dollars, madame, moi, je grandis à l'hôtel de ville. Je me sers aîné qui travaille là-bas. Vous savez que l'hôtel de ville, c'est une banque. Vous savez rien que le taf des motos, 500 francs des motos. Nous avons plus de 5 millions de motos. Vos soeurs. Plus de 5 millions. C'est tous les jours qu'on pensionne chez les motocyclistes. Plus de 5 millions de motos. Prenez les motos 500 francs, prenez les taxis IST, prenez les sprinters 1500 francs. Faites la compilation. Vous avez plus de 4 millions de dollars par jour. Où va cet argent? Merci la question. C'est-à-dire que ce n'est pas au gouvernement central de pomper 160 millions, mais nous avons besoin de quelqu'un qui viendra avec une pensée pour changer les paradigmes. Vous savez, aujourd'hui, on voit la Tanzanie. La Tanzanie a une pensée philosophique que Nyerere appelée Ujamaa.
Avant Nyerere, la Tanzanie, c'était un pays hyper pauvre. Mais il est venu parce que lorsque vous bénéficiez de la charge de l'État, c'est pour répondre aux besoins spécifiques de la population. Et ces besoins sont connus plutôt. La connectivité, des caniveaux, des hôpitaux, des logements sociaux. Est-ce que depuis qu'on a construit Salon au Paronel et la Fikine, les quartiers de la Fikine, là, comment on appelle ça, Motel Fikine, des logements sociaux, est-ce que la ville de Kinshasa a pensé déjà même à 1000 logements sociaux? Même pas. Vous avez des camps Badeli construits par un colonel, Bumba. Même chez moi, en face de moi, il y a un camp Bumba construit par un colonel. Est-ce qu'aujourd'hui, nos généraux, nos colonels, construisent des maisons, des logements sociaux? C'est-à-dire, lorsque vous êtes gouverneur, vous arrivez, la première action, c'est détruire, chasser. Et puis dire devant tout le monde que je n'ai pas les moyens. Mais les moyens, on les crée. Vous êtes un manager. Les moyens, on les crée. L'État a été créé sur une cendre de la guerre. Il y avait un vide dans la conférence de Westphalie. Il fallait créer un cadre pour endiguer la guerre. Des incompréhensions, des quiproquos entre nous. Et doter à cet instrument, doter à cet appareil des instruments. Des instruments, c'est quoi? Des ministères, la conception de la politique. Et comment matériel ça, créons maintenant des entreprises. L'EPENA est parti. Et aujourd'hui, on vous crée quoi? Un service, on vous met les secrétaires de l'IDPS là, à un Fassama Yokana même pas. Mokoko qui était parlé, il est devenu taisé. Alors qu'il trouve une ville qui est trop sale. À l'époque des Spéna, on voyait des sites où on déversait des saletés. En Mazité, et il y avait un camion qui prenait des histoires là pour aller jeter ça quelque part. Aujourd'hui, on n'a même pas de sites. Maintenant, je discutais avec une dame, je vous dis, vers le saute-mouton des 24. Elle prend une bouteille d'eau, elle jette sur la chaussée. Mais c'est maman. Ou qui ne était plus la gombe. Mais ça, c'est grave. C'est-à-dire que, c'est vrai, les autorités, ce sont eux qui nous gèrent. Ils ont une grande part de la responsabilité. Mais la population aussi. Comment tu peux acheter dans des endroits non édificants? On vous dit que ah, ils ont terrassé, mais vous achetez. Mais les personnes qui vont aussi. Ah, mais comment toi aussi tu peux acheter? Le pouvoir public. La responsabilité est partagée. Et puis, elles sont partagées plutôt. Et puis, vous voyez, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Vous voyez, il a parlé des ponts Gabi là-bas. Mais avant Pont Gabi, il y avait un robot intelligent. Oui. Ah, le croisement entre... Oui. Vous avez vu quelqu'un qui érigeait un immeuble là-bas. Dans l'État, vous vend, il vous laisse, vous dépensez, et puis à un niveau, et puis il actionne un tracteur pour tout casser. Mais qui sommes-nous vraiment? Vous voyez, tout ça, il nous faut vraiment, comme a dit Marc, des vrais débats pour transformer cette nation. Les États-Unis l'ont connu. Et qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont pondu une pensée, l'isolationnisme. Ce n'était pas un pays puissant. La puissance était de l'autre côté. Ils se sont isolés pour travailler sur leurs faiblesses. Aujourd'hui, c'est une grande puissance. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on pense de l'RDC de demain? Vous savez, la saleté rend l'homme nocive à la santé. C'est-à-dire, là où il y a la saleté. Moi également, à un moment donné, on voyait des rivières. On entraîne dans des rivières, on jouait dans des rivières sans maladie. Bon, aujourd'hui, c'est impossible parce qu'on déverse nos caniveaux, nos fosses septiques là-bas, nos histoires de la cuisine là-bas. Alors, même... La population ne sait pas là où j'étais. Mais c'est ça, ça dit la responsabilité. Elle est les gens gardent leurs déchets à la maison, mais ils ne savent pas là où j'étais. Madame, c'est... Entrer dans les avenues, vous savez, je crois en 2001, il y avait une pandémie Covid. Qui n'a pas porté les cache-nez? Donc, à 90%, la responsabilité revient à nos gouvernants. Parce que la population n'a pas d'âme. C'est-à-dire, lorsqu'elle est orientée, elle subit les dictats des gestionnaires. Mais lorsque le gestionnaire se dédouane, la loi est là, on vient de dire qu'on a voté une loi sur l'aménagement des territoires, laissant. Même pas de conférence sur cette loi. Parce que dans la procédure de la loi, à partir de la conception, débat à la plénière jusqu'à la promulgation par les présidents, mais la dernière dernière étape, c'est quoi? C'est la publicité via les journaux officiels ou les médias, les canaux qu'on connaît. Pourquoi la publicité? Parce qu'il y a un principe qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Alors s'il n'y a pas une publicité, donc on est censé l'ignorer. Parce que l'État ne joue pas son rôle. Une loi comme la loi de l'aménagement du territoire, aucune conférence. Alors qu'il y a des ONG qui travaillent sur ça.
Pourquoi les ministres ne doivent pas chercher ces ONG-là pour travailler en collaboration? Bon, moi, j'ai la loi. Aller avec ça pour parler à la population. Et demain, si j'ai des moyens, je ne peux pas acheter ici parce qu'il y a une cartographie. C'est-à-dire, ici, on doit émettre un terrain de football, des baskets. Ici, on a érigé des maisons à des niveaux. Ici, on doit faire ceci, c'est là. La cartographie est là. Mais qui connaît ça? Personne. Parce que l'État, après le vote de la loi, l'État, c'est des douanes. Alors, le travail de l'État, ce n'est pas ça. Il doit suivre la publicité, la sensibilisation. Donc, moi, je crois que même l'Allemagne a une pensée pan-germanique. Vous le savez, madame. C'est quoi la pensée philosophique de la RDC? Je suis gouverneur. Pour quelle fin? Maluku est là, 80%. On vous a donné 160 millions de dollars. Sans compter tout ce que toi tu génères en tant qu'un gouverneur. Ça dépasse même les 160 millions de dollars. Ça dépasse. Où vont cet argent, madame? Vous voyez maintenant, il y a maintenant un cassé, inadéquation. Ce que l'État ponctionne, la population ne savent rien. Or, lorsqu'on paye nos taxes, nos impôts et tout, il y a un devoir de redevabilité. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Voilà, on a eu autant, on a fait ceci. Et il y aura un courage, et ce civisme-là, non, je viens pour payer la taxe. Aux États-Unis, on ne peut pas échapper à la mort, ni à la taxe, ou à l'impôt plutôt. Pourquoi? Parce que l'impôt construit des ponts, l'impôt construit des hôpitaux. Donc je me vois, si je suis malade, je pars à un hôpital, parce que j'avais contribué à la construction de mon pays. Mais ici, quand on paye, on voit quoi? On voit des immeubles des individus qui dépassent les C'est la raison pour laquelle on refuse ces taxes. C'est une polémique autour de la taxe. Voilà, on ajoute encore une autre. L'aéroport d'Engie. On ajoute encore une autre. Tu l'impôt, madame. Vous voyez? Par rapport à ces taxes. Oui. Le VPM de l'intérieur. On va revenir sur cette taxe-là, mais revenons sur quelques 2-3 points essentiels dans l'intervention de Pompon que je trouve très intéressant. C'est que au niveau de la pensée philosophique, quand il parle de la ville de Kinshasa, il a lui-même donné une partie de la réponse. C'est que les gens de qui nous avons hérité, pas du sol, mais de la gouvernance de la République de colons, ont laissé des bases tenant compte de cette réalité-là. Et nous, en tant qu'État, il existe un plan national stratégique de développement. La République a envoyé des dignes fils partout à l'étranger pour étudier les modèles. Je vis avec quelqu'un qui a été désigné pour aller explorer les modèles chinois pour reproduire ici. Il y a un document qui retrace les réalités et les problématiques, mais également les perspectives de la RDC. Parce que la loi d'aménagement du territoire dont on parle, il s'agit juste d'une loi qui viendra encadrer l'octroi des espaces habitables, la protection de zones, je dirais, protégées, qui encadrerait les politiques d'expansion de la ville. Mais dans le fond, je crois que ce qu'on doit faire, il y a une partie de l'idée qu'il faut juste réactualiser. Le ministère du Plan existe pour ça. Au niveau de la ville de Kinshasa, certes, la ville de Kinshasa a le moyen de pouvoir gérer au quotidien, mais cette ville de Kinshasa est également coupée de beaucoup de ressources. Je dis toujours aux gens, il est impossible que cette ville puisse avoir le moyen d'aller sur le politique structurel de lors que le pouvoir central continuera à garder un système où des individus se permettent d'outrepasser l'impôt foncier. On peut être dans une ville qui connaît une expansion, un boom immobilier, et dans ça, on ne sait pas capter le dividende ou encore recevoir les ressources nécessaires. Ça, c'est une première. Deuxièmement, vous savez, on parle certes de la ville, mais dans le fond. Par exemple, sur la question des déchets. Le gouverneur, parce que je l'ai vu par son directeur de cabinet, a quand même pensé vers la route d'Ensélé de mettre en place un centre. Au départ, c'était un centre d'enfouissement de déchets. On lui a dit, vous ne saurez pas gérer l'enfouissement des déchets de Kinshasa parce que la quantité est énorme. Il faut transformer. Et ils ont eu l'intelligence d'idée de dire un centre de traitement de déchets. Parce que le déchet, c'est de l'argent. Et c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas quel niveau ils sont. Mais là, ce n'est qu'un pan. Comment vous évacuez les déchets pour l'arrivée au centre de traitement? Comment s'établit le système de collecte? Pourtant, madame, ce n'est pas compliqué. C'est un secteur rempli des acteurs informels. Il y a des gens, des familles qui se nourrissent ici par ce travail-là. Mais qu'on ne se rend pas compte. Le 500 que vous payez chaque matin à ce gars-là, si juste au niveau, comme à l'époque du projet PAO, on mettait des petits entrepôts d'enfouissement des déchets dans les grandes agglomérations, dans le Grand Coin,
où les véhicules de la ville viendraient récupérer après pour amener vers le centre et faire un effort de professionnaliser ces gens-là. On verra que dans la ville, en moins d'eux, on aura une organisation qui nous permettra d'évacuer nos déchets calmement. Il suffit juste de les réorganiser et rendre formels ces métiers-là en tant que collecteurs des déchets. On n'a pas besoin, et en quelque sorte, on répond à un autre problème, c'est qu'on leur donne une certaine stabilité dans un emploi qui était de l'informel. Et comment faire pour éviter la concurrence déloyale? On les recrute, on les définit en fonction de zones. Tel prend tel accès, l'autre prend tel accès, l'autre prend tel accès. À l'espace d'un mois, on aura une ville couverte. Et nous, on pourra leur permettre, eux, collectent au niveau domicile et le déposent dans quelques entrepôts au niveau de la ville. Je ne suis pas sûr que cette opération de la création de centres de dépôt de déchets pourra nous prendre $1 million. Je ne crois pas. Même si c'est 1 million, ce n'est pas assez pour la ville. Ce n'est pas l'argent qui manque. Donc, on peut le faire comme ça. Et à la suite, le gouverneur fera œuvre utile avec les engins qu'il a achetés en fonction de l'afflux. Si on se rend compte que ça s'est rempli, parce que généralement, le problème, c'est le délai de collecte par le grand camion. Il est peut-être possible que le grand camion passe le samedi, mais la capacité d'accueil de ces entrepôts sont déjà débordés à partir de mercredi. C'est-à-dire que quand les camions arrivent, on retrouve les déchets éparpillés déjà, ça commence à créer d'autres problèmes. Il faut juste de créer un canevas, une programmation correcte, convenable. On résout à la fois un problème d'emploi pour la plupart de ceux qui sont dans l'informel. Et vous savez quoi? L'État peut même récupérer à ces niveaux, quand on organise ces services, une taxation. Parce que personne ne pourra prélever de l'argent sur la tête des Congolais sans retrocéder à l'État congolais. À partir de là, une taxe va se prélever au niveau de la ville. Ça veut dire que la ville aura de ressources de plus dans un service organisé. Parce que c'est quand le service est bien organisé que la rémunération, les gens payent volontiers. Le gouverneur n'est pas au courant de tout ça. C'est vraiment un intellectuel. Il est entouré de bonnes personnes, si je peux dire. Oui, les gens qui sont c'est les systèmes. Hein. Il est entouré de bonnes personnes. Je vous ai parlé aussi. Quand je parlais des systèmes aussi, c'est que la question c'est, posez-vous la question, comment faisons-nous pour que finalement l'impôt foncier ne soit pas payé? Les Libanais achètent ou construisent. Quand vient le moment de payer la taxe, il va appeler un général. Si ce n'est pas un général, il va appeler un ministre. Et puis il dit non, papa, kuna kokota teleka. Ça, c'est ça le système en fait, c'est ça notre réalité. Ce qui fait qu'on est constamment dans les manques à gagner, donc parler de Zolobambi. Mais sur la taxe qu'on venait d'ajouter. À l'aéroport. Je crois que malheureusement, on va en dire au conditionnel parce qu'il y aurait un démenti formel du ministère de l'Intérieur. Pourtant, avant le démenti, j'ai vu une communication du ministère de l'Intérieur qui est passée d'ailleurs par une amie Rachel Kitita, qui décrivait que cette taxe-là, vous n'allez pas la payer de manière directe parce qu'elle sera inclue dans l'achat du billet. Je crois qu'on n'aura pas besoin d'en parler suffisamment pour savoir que cette forme de pression que vous voulez exercer sur la population. Maintenant, la réalité, moi, je peux comprendre pourquoi. C'est vrai, on dit pour des raisons de la sécurité au niveau aéroportuaire exige des ressources, oui, mais c'est parce que l'État congolais s'est retrouvé dans l'exercice, dans cet étroit ici, dans un exercice déficitaire. L'État congolais a perdu en termes de mobilisation de ressources, au-delà d'avoir occasionné la perte de plus de 2,5 millions d'épargne des Congolais par la question de la politique monétaire telle que définie maintenant. Et on est dans des gaps importants. Maintenant, comme c'est l'État, il faut trouver des ressources pour pouvoir couvrir ces gaps-là. On ne peut pas aller encore une fois de plus sur les bons et obligations du Trésor parce qu'on a suffisamment émis dès le début de l'année et qu'il faut trouver des niches. Mais je crois qu'ils se sont très vite rendus compte qu'il est difficile dans ce contexte d'exercer une pression sur cette population-là. Vous ajoutez taxes, contrôle technique obligatoire, vous vous rébuffez dans un contexte économiquement difficile avec la population dont la grande partie a perdu son pouvoir d'achat. Je pense que le timing et l'opportunité, moi je ne suis pas contre la taxe, le problème c'est que le timing et l'opportunité, mais surtout le tableau économique tel que peint maintenant là, faut pas faire haïr le chef de l'État. Mais on dirait qu'ailleurs, la population paye aussi des impôts, taxes. Hein. C'est ce que je dis, le problème n'est pas dans l'impôt. Le problème c'est que cette population-là remplit toutes les fonctionnalités d'un agent économique convenable. Ce qui n'est peut-être pas le cas chez nous en cet instant ici. C'est ça la difficulté. On peut bien vouloir augmenter cette taxe-là et à la limite, puisqu'il était stratégique, à la limite, et que ça devrait être inclus dans les billets, on n'avait pas besoin, tambour battant, de les crier. Et je ne vois pas pourquoi, si c'était une taxe stratégique qu'on devrait inclure dans les billets,
En fait, une taxe qui est inclue dans le billet, normalement, ça revient aux opérateurs. Mais les opérateurs, généralement, sont très malins. Eux ne payent pas. Ils le prélèvent sur le passager. À ce niveau-là, le chiasme pouvait se faire calmement. Mais encore une fois de plus, on aurait finalement ressenti le prix. Parce que si on ne voit pas dans la taxe, les gens auraient dit que le prix du billet a augmenté. À ce niveau-là, il y aurait toujours une forme de pression économique qu'on exercerait sur la population. Voilà, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. J'aimerais qu'on aborde le discours du chef d'État à Doha, où il a présenté le modèle de développement, il a parlé de la justice sociale, de la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité et de l'enseignement des bases de la maternité. C'est un peu de faire un rapprochement entre ce qui a été présenté et la réalité sur terrain. Merci bien. J'aurais aimé qu'on garde la même matière parce qu'elle est abondante et c'est une très très grande actualité. N'en déplaise, je chuterai juste en disant que le gouverneur doit organiser, tel que le dit Diana, il faudrait qu'il organise des séminaires, il faudrait qu'il organise des ateliers. Ils les font déjà. Non, parce que surtout, attendez. Ils sont plus champions en atelier, en séminaire. Madame, ne confondons pas des rencontres politiques en atelier. Ça, c'est technique. Je crois que Diana va comprendre ce que j'ai dit. Un atelier est technique. Même tout ce qui se passe, on organise des forums pour le dialogue. Il n'y a rien de technique dans ce qu'ils font. C'est pourquoi rien n'avance. Ici, Diana nous a conseillé d'être maintenant plus technique. Si nous rentrons dans la technicité, on va faire avancer. Genre états généraux des... Tout ça. Des libanais, Non. états généraux. Quand il parle d'atelier, il ne parle pas d'états généraux. Voilà. C'est ce qu'on va regardez la notion du mot atelier. Ça veut dire que c'est un espace de confection. Oui. Et de production d'intelligence capable de répondre aux exigences. On est toujours plus non, madame, à ces gens. Vous êtes souvent invité dans des colloques. Vous êtes invité dans des colloques. Avec des experts. Oui, l'atelier avec des experts, ça existe. Et généralement, souvent, c'est financé par les bailleurs et les partenaires techniques et financiers. Eux connaissent la valeur d'un atelier. C'est qu'on arrive là-bas, un peu comme l'atelier où vous allez confectionner vos histoires. C'est que là-bas, quand vous entrez, c'est pour avoir une réponse. Oui. À un besoin précis. Ça n'a pas encore existé. Non. Si, il y en a. Il y en a, mais le problème, c'est que l'applicabilité. Aujourd'hui, par exemple, sur la gestion des déchets, il nous faut tout un atelier, parce que les chariomanes auxquels il a fait allusion et tout, c'est une technicité qu'il faut mettre. C'est un métier qu'il faut apprendre, parce que la plupart de nos frères qui vont en Europe vont faire ce métier. Oui. Voyez-vous, nous pouvons quitter de la trottinette à 2 roues vers la trottinette motorisée à 3 roues. C'est pourquoi, à un moment, j'ai dit que nous ne devons plus tout dire parce qu'il y a des gens qui prennent ça, ils vont proposer au gouverneur, ils le font mal. C'est-à-dire que nous demandons au gouverneur cette fois-ci de nous inviter aussi. Parce que ce budget-là, il y a ce qu'on appelle les subventions. Il faut subventionner Diana pour qu'il sorte sa matière grise. Afin que dans cet atelier, quand Diana vous parle des chariomanes, il vous dit ce qu'il faut faire. Et quand lui va parler aux chariomanes, il appelle Thierry Mukelekele pour la communication sociale. Je parle aux chariomanes, comment est-ce qu'on va collecter ces déchets, comment est-ce qu'on va faire on appelle les déchetteries. Hein? Lui, il a appelé des centres où on va commencer à aller prendre ces déchets. Des centres d'office. Oui, ce sont des études, madame. Et des gens doivent aller sur le terrain. Pendant ces ateliers, on s'est dit que les ateliers vont prendre par exemple une semaine. Dans 3 jours, on déploie des gens sur le terrain. On va découvrir ce que lui a dit. On découvre, on dit qu'à tel endroit, nous estimons qu'on peut construire, où on peut poser des conteneurs, où les gens viendront commencer à déposer, et que des camions viendront seulement pour récupérer ces conteneurs et aller déposer au grand dépôt. Donc c'est tout un grand travail qui peut nous prendre 3 jours à 1 semaine. Et après là, le gouverneur, je reviens maintenant sur ce que Pompon a dit, il aura un plan de travail d'évacuation des déchets. Les 500 francs qu'on devra déposer par les gens dans des maisons pour la taxe, ces 500 francs justement peuvent aider aux autres qui vont sur les grands déchets pour aller piquer des boutons, des bidons, donc le gouvernement peut recréer un peu de l'emploi dans ce qu'on appelle les journaliers. Ils peuvent commencer à ramasser ces bidons-là et aller les déposer quelque part. Les 500 francs, oui, les 500 francs qui sont payés dans des parcelles et des maisons, on les paye.
C'est 1000 francs aujourd'hui. 1000 francs, ok. L'autre peut gagner aussi 5 000 francs, 10 000 francs. Donc il y a possibilité qu'on mette tout le monde à l'œuvre et que la main de tout le monde à la pâte va produire que nous allons absorber les déchets dans la ville de Kinshasa. On va quand même aérer la ville de Kinshasa. Donc c'est question de volonté, c'est question de réfléchir et de donner de l'argent à des gens qui réfléchissent. Voilà, c'est pas l'argent qui manque. Hein, on va terminer par vous, lorsqu'on voit déjà que le gouvernement propose des sommes exorbitantes, plus de 900 000 $ pour les concerts d'un musicien. Vous présentez mal les choses. Présentez mal les choses. En fait, ici, c'est une question de contexte. Appuyer une star, ce n'est pas aussi mauvais. Mais il faut lui dire, c'est pas financer le concert. Le concert est une activité privée dont les budgets, les charges ont déjà été arrêtés, tout est OK. Le gouvernement veut se servir de ça. Normalement, ça devrait passer par le fonds de la promotion culturelle. Comme c'est à l'espace Schengen et que nous, on est dans la diplomatie, autant qu'on a organisé. Quand on a organisé le concert où on a invité les Gims et les autres, personne n'a parlé. Vous savez combien ça a coûté? Même l'arrivée de Mike Tyson. Même l'arrivée de Mike Tyson. Maintenant, le problème, c'est que c'est d'utiliser cet espace-là pour pouvoir promouvoir la culture congolaise. Et derrière, il y a vos frères, les Bikeko et Asimao, peuvent se servir de cet espace de l'engouement qu'il y a là-bas, vendre et faire connaître le Congo aux autres. Apparemment, imaginez. Regardez le tableau, regardez le tableau présenté. Vous verrez que le ressource qui va vers l'artiste, on dit inside Fali, c'est 50 000 $. Le reste, c'est le corollaire, l'organisation de stands et autres. C'est ça. La priorité. La priorité. Non, madame, là, c'est dans le problème. La priorité. On a parlé de priorité des 45 millions de C'est dans les domaines. Tout ça, on n'a pas dénoncé. C'est pas parce qu'on a priorité là-bas qu'on va interdire de pouvoir profiter des autres secteurs. Et puis, il ne faut pas tout c'est pas un million de problème. Oui. Et puis, il a dit des belles choses. Madame, vous savez, les États-Unis, après la chute de Berlin, quand il a pris l'hégémonie sur la Russie, l'URSS, vous savez, les États-Unis s'est imposé l'hégémonie, c'était quoi? Ce n'était pas que l'hégémonie économique, c'était aussi culturel. Culturel, surtout par le cinéma. Tout le monde voyait Commando peut aller partout et tuer tout le monde. Et ça jouait dans l'imaginaire collectif du monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir peur des commandos américains. Si on a un problème avec les Américains, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RDC, il faut d'abord lire l'histoire. La RDC, pendant un moment, nous avions perdu sur les plans internationaux. La RDC n'existait plus. Alors, lorsqu'il y a une opportunité, et le ministère de la Culture peut vendre la RDC d'une manière ou d'une autre. Alors, ici, l'inadéquation, c'est quoi? Le gouvernement sait qu'il est en train de faire, il ne communique pas avec la population. C'est pour ça, lorsqu'il y a des rumeurs via des réseaux sociaux, tout le monde analyse de sa manière. Alors que la vraie réponse est celle que Gandhi vient de le dire. Ce n'est pas les 1 million que nous attendons, mais c'est une manière de vendre systématiquement les RDC qui n'existait pas. C'est ça. 1 million pour un concert de famille. Vous savez que le coca est vendu au Japon à cause de Michael Jackson. Michael descend sur les pieds de l'avion avec une canette de Coca-Cola. Et tout le monde a demandé au gouvernement japonais de remettre l'usine de coca au Japon. C'est-à-dire que c'était l'intelligence américaine qu'on a une star qui va jouer au Japon, alors que le Japon a ligné sur l'entreprise dans la Kunate. Comment faire pour rayonner cette entreprise? Prendre une bouteille de canettes, et même pas boire. Mais à cause de ces gestes-là, et voilà, les entreprises ont repris au niveau du Japon, alors que vous savez, l'économie, c'est aussi des holdings. Déjà, on n'a pas tant de problème que la on a d'abord d'autres priorités. La question, c'est le soft power qu'on a utilisé dans le sport. Le soft power qu'on a utilisé dans le sport. Quand vous parlez de question de priorité, madame, ce n'est pas 950 millions qui manquent à la RDC. Le problème, c'est comment on a conçu, on a présenté cette histoire-là. C'est ça la grande différence. Normalement, vous avez posé une question fondamentale. Qu'est-ce que le Congolais gagne? Donc vous voulez me faire croire que si autour du marché culturel là, la plupart des Congolais, notamment ceux de la diaspora, qui peuvent profiter de cet engouement là pour se faire de ressources, c'est pas ça gagner. Il y aura des médias internationaux, plusieurs médias. Ça dit qu'on devait petit peuple. C'est pas question de petit peuple. Quand on paye Caméré, le petit peuple gagne quoi? Oui. Madame, 350 000 $. On devait se concentrer sur à un moment donné sur l'orientation de l'État, il ne faut pas
amener le débat sur une approche bancale. L'État fonctionne, a besoin de fonctionner, d'exister dans des dimensions un peu plus supérieures que la simple question de comme le citoyen lambda qui s'interroge. On fait mal. Il faut pousser cette population à pousser sa réflexion. Barça et autres qu'on a financé aussi. Qu'est-ce que ça a apporté? On doit se focaliser cette fois-là sur Barbara Kanam. C'est elle qui est la patronne de la culture. Normalement, ces fonds-là devaient transiter par elle. Oui, normal. Et elle devait utiliser les artistes pour véhiculer ce message-là. Parce que tous les artistes qui se retrouvent dans le théâtre, dans ceci, devaient accompagner Fally. Et au travers les fonds de promotion culturelle, quand les artistes devaient parler de Fally qui nous représente, parce que c'est une représentation, c'est quand même l'image du Congo. On peut bien voir 900 000 $ qui avoisinerait 1 million, mais l'organisation, ça comporte. Le malheur, ce sont les noms qu'on a cités. Zachary Bababasoué, ceci, cela. Dès lors que les gens ont vu ces noms-là, on a dénaturé même la quintessence. Mais l'artiste a nié aussi. Pour un projet qui est d'ailleurs... L'artiste n'a pas nié, il a dit c'est une initiative personnelle parce qu'il n'est pas demandeur. Maintenant, le problème, c'est que c'est quand vous êtes arrivé à ces niveaux-là, le problème, c'est comme je dis dans la conception et l'idée. Il a parlé des individus qui sont sujets à caution, qui ont porté le projet. Mais ce projet-là est encore d'ailleurs en étude. Parce que le 900 millions... les 900 000 $, si les choses sont bien faites dans le montage financier, il est peut-être possible que l'État n'intervienne qu'à 10%. C'est possible. Il est possible dans le montage avec les partenaires techniques et financiers que nous récoltons de ressources différentes pour mettre là-bas. Ce n'est pas forcément de l'argent qui viendra du trésor public à ces niveaux-là. Donc en gros, c'est le problème, c'est là où je me répète tellement de chuter. Chère autorité, chère politique, dans un contexte pareil, vous devrez savoir une chose, vous gouvernez pour le Congolais. La dimension stratégique dans ce que vous faites est importante. Vous détruisez la société par l'absence de clarté dans ce que vous dites et ce que vous faites. La communication. Et vous renforcez la crise de politique. Si vous croyez que prendre une communication alambiquée, donner à quelqu'un qui a 100 cas sur Twitter, qui a certes une couverture mais pas d'audimat, c'est ça une communication pour vous? Non. Eh bien, bonne chance, vous verrez ce que ça vous coûterait. Mais aujourd'hui, cette communication-là, pour un État, si les États-Unis, avec des structures, super structures, ils ont besoin, ils connaissent la valeur de la stratégie, la profondeur stratégique, dans la conception et dans la communication des politiques publiques, pourquoi vous croyez que c'est des choses aussi légères? Pourquoi vous arrivez devant avec des discours, vous dites des choses sans tenir compte de la complexité de la société qui vous écoute et de la cible? À un moment, ça commence à agacer quand vous arrivez ici. Vous avez un ami qui est à Dakar, qui veut concevoir pour un ministre, est obligé de vous appeler pour travailler sur une stratégie, mais que chez vous, il y a des gens qui disent des choses aussi bêtement. Et vous verrez compte qu'on va entacher une activité qui devrait porter les couleurs. N'est-ce pas qu'on se plaint ici, on dit comment ça se fait qu'un pays des musiques, des cultures comme nous, le Nigeria nous dépasse. Mais vous savez quoi? Vous savez quand Burna Boy a joué au stade, vous savez la contribution de l'État nigérien? Je dis bien la contribution. Je ne parle pas d'une intervention, je parle de la contribution dans l'organisation. Nous ici, c'est quelqu'un a organisé son truc privé, nous on veut s'en servir, l'État veut accompagner l'activité pour tirer profit. À un moment donné, éviter la légèreté dans le chose de l'État. Madame, c'est ce qui fait que vous travaillez aujourd'hui, demain on vous oublie et tout ce qui est collé sur vous, c'est des histoires négatives. J'ai accompagné Fally Ipupa il y a de cela presque 10 ans en Zambie. Il avait loué une de mes voitures autrefois Chrysler. Moi-même, j'étais chauffeur de Fally Ipupa. Je ne sais pas s'il va se rappeler. Je l'ai accompagné en Zambie. Nous sommes arrivés au-delà de la frontière, madame. La police zambienne était mobilisée. Ça dit que le pouvoir zambien est venu chercher Fally Ipupa à la frontière. Police, population, tout le monde. Ça dit qu'il y a un niveau de compréhension que nous, les Congolais, qui sommes propriétaires de cette musique-là, nous n'arrivons pas à comprendre. Regardez Kofi, dernièrement en Côte d'Ivoire. Regardez Kofi sur le plateau en France, partout là-bas. En Belgique. Est-ce que nous-mêmes, nous arrivons à honorer nos musiciens pour 900 000 $?
on a mis des polémiques entre les warriors et ceci. Ça devient amer dans la société. Bon, minimisons pas 900 000 Voilà, là. Ils ont mal présenté les choses pour un État qui a autant de défis et de besoins. Quand vous présentez mal les choses, c'est normal que les gens regardent. Avec une société, on a habitué 1 million à gauche, 200 à droite, c'est normal. Ça dit que ça suscite, c'est normal que ça suscite. Madame la ministre, mais il faut concevoir les choses. Mais aussi, il faudrait interroger l'histoire des combats à l'Iforiman. Il n'y avait pas que le combat des boss. Oui. Il y avait Et c'était 12 millions de dollars. C'était 12 millions de dollars à cette époque. Il faut voilà, toujours, l'émission est finie. Vous savez ce qu'on a gagné en termes d'image? Beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous. Merci le fameux Diana. combat dans la jungle. Merci Pompon Jolie. Merci Thierry Mkili. Merci madame. Merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique, au coach Doudou Montieri. Madame, Messieurs, au prochain numéro. Au revoir.